Sunderlight Production. Vous êtes tout dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur deux photographes pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Samuel Dejour et Nathanaël Charpentier. Et je vois Samuel danser sur la vidéo. C'est différent quand on est dans le podcast, dans ce générique, non ? Bah oui, carrément. Il y a un petit côté impressionnant. Il y a rien d'impressionnant, tu vas voir, on s'y fait assez rapidement. Bienvenue tous les deux. Vous avez été extrêmement visibles depuis l'ouverture du studio. C'est une aventure, je pense, qui a intéressé, passionné, interpellé pas mal de monde en fait. Pourquoi on crée un studio aujourd'hui alors qu'on est dans un monde où les photographes n'ont pas ce besoin en fait. Il suffit aujourd'hui pour être photographe, il suffit d'avoir un ou deux appareils photo, quelques objectifs et c'est parti. Et c'est une souplesse assez bienvenue pour se lancer. Vous avez fait le choix d'avoir un local, d'avoir des charges, d'avoir cette complexité en fait d'entreprise, parce que du coup ça devient un vrai business très sérieux où il faut absolument savoir gérer son business, qui est il y a moins de tolérance en fait que quand on est installé tout seul à son compte de chez soi. Donc on va discuter un petit peu de tout ça, on va discuter de votre photographie également évidemment, mais on va commencer, vous connaissez le principe, par l'elevator pitch. Donc vous êtes dans l'ascenseur, il y a une main qui empêche l'ascenseur de se fermer. Steve Jobs rentre dans l'ascenseur, vous avez 3 étages pour lui dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous lui racontez ? Ok, vas-y Sam. Allez, j'y vais. Bonjour Steve. C'est Sam le commercial ou pas ? Non. Si, il fait très très bien la commerciale. Non. Le commercial. On dit comment d'ailleurs ? Le commercial. Ça dépend comment tu t'habilles. Vas-y. Donc moi c'est Samuel Dejour, je suis photographe, je m'intéresse à la personnalité des gens et mon travail c'est de mettre en valeur la personnalité des gens à travers la photo. Pour ça j'utilise du matériel de pointe avec beaucoup d'années d'expérience, beaucoup de formation aussi. Je fais aussi du mariage, studio, je travaille également pour les entreprises et je suis télépilote de drone. Bien. C'est rapide et concis. C'est bien, c'est efficace, c'est l'elevator pitch. Nathanaël ? Donc Nathanaël, photographe depuis 2007, marié, 3 enfants, cofondateur du collectif Carmin, photographe d'accouchement avec Maxime Faury et Hélène Algan, cofondateur également du studio Natsam avec Samuel Dejour. Ce que j'aime photographier, c'est l'humain, c'est les émotions, j'aime le reportage et jusque-là, c'était surtout ce que je faisais. Et depuis qu'on a ouvert ce studio, c'est une nouvelle facette de la photographie qui s'offre à nous et c'est assez excitant. Je m'étais noté dans les notes que je prépare avant l'épisode que vous êtes des touches à tout. J'ai l'impression que ce studio a libéré ce côté que vous avez tous les deux, de toucher à peu près tous les domaines de la photographie. Là, il y a du portrait, du mariage, de l'entreprise, de la naissance, de l'estime de soi, même des séances shooting en extérieur. Est-ce que justement ce studio a ouvert des possibilités pour vous ? Ouais, évidente. Jusque-là, notre savoir-faire, ça a vraiment été construit comme la majorité des photographes actuels sur le reportage, donc devoir s'adapter au lieu, aux circonstances, à la lumière présente. Donc c'est une très bonne école. C'est d'ailleurs grâce à cette école-là qu'on a constitué notre studio d'une certaine façon, parce que pour l'instant il n'y a pas encore un fond qui part du haut jusqu'en bas avec nos lumières qui vont rester telles quelles tout le temps. On a vraiment un studio qu'on va pouvoir moduler. Là j'empiète peut-être sur une de tes prochaines questions. Ça viendra, mais tu peux y aller, vas-y, c'est pas grave. Ok. Donc cette modularité, on l'a voulu aussi parce que on est issu de cette approche de faire avec le lieu, avec le contexte, et puis laisser venir l'inspiration du moment.
Et la modularité, c'est super important pour moi. Donc c'est un studio, mais c'est pas le studio comme on l'imagine, très strict avec les fonds papier dans un coin, les lampes d'un côté, et très peu de modularité, en fait, très peu de possibilités de changer d'angle. Par exemple, c'est plus un studio de youtubeurs, j'ai l'impression de ce que j'ai vu. Non mais pour les gens qui ne connaissent pas, en fait, le principe du studio de youtubeur, c'est que tu as plein d'angles différents qui peuvent servir à plein de choses différentes. Et j'ai l'impression en fait que vous l'avez un peu conçu comme ça, votre studio. Ouais, c'était pas forcément avec cette envie de faire un studio YouTuber, parce que tu vois, du coup tu nous l'apprends. Mais en tout cas avec cette modularité et les angles différents, ça c'était une évidence qu'on voulait ça. C'est plus un studio dans lequel on se sent bien, où il fait bon vivre, où on peut faire de l'accueil, on peut faire du shoot. On peut faire de la musique, on peut boire des bières, on peut regarder l'Euro le soir. Tout à fait, on a une belle télé, on a même Samuel, il a un objet très rare. Ah. Il y a une PS5 dans le studio en fait. Oh mon Dieu, vous auriez peut-être pas dû le dire, maintenant tout le monde va venir chez vous. Ah bah si, vous faites le dire alors, venez jouer à la PS5 et faire des portraits. Alors elle est là depuis des semaines, elle est là depuis combien de temps? Je sais pas, on l'a jamais allumé. Moi, je sais même pas si je l'ai jamais allumé en fait. Moi je suis pas un grand joueur, Samuel l'a été. Je pensais que j'étais un gros joueur, mais... Je crois qu'avec le temps qui passe, on perd tous. Moi aussi, je pensais que j'étais un gamer. Et en fait, je crois que le seul truc auquel j'ai joué depuis 2 mois, c'est le solitaire sur l'iPhone. Donc, au final, ça marche pas comme ça. Je mettrai, il y a une vidéo YouTube qui présente le studio justement. Je mettrai le lien dans les notes d'épisode. Si les gens se posent la question, veulent voir à quoi ça ressemble, vous pouvez mettre en pause l'épisode, aller jeter un petit coup d'œil et vous verrez de quoi on parle quand on dit le studio et que justement il est modulable, parce que effectivement, quand on dit studio, on a tendance à visualiser cet espace tout blanc. Avec des flashs tout en longueur, et c'est vrai que votre studio ne ressemble pas réellement à un studio dans le sens strict du terme. C'est quelque chose d'ailleurs qu'on a très très vite cerné, c'est qu'on voulait pas un studio conventionnel, on voulait pas un studio classique, parce qu'on voit bien les studios photo ferment de plus en plus. En tout cas, peut-être que la tendance s'inverse, parce que j'ai l'impression que ça commence à revenir. Mais pendant très longtemps, les studios ont fermé les uns après les autres. On a réfléchi pourquoi ça ferme comme ça. Et du coup, on voulait pas partir sur quelque chose qui a déjà été fait. C'est pour ça qu'on a quelque chose de très personnel qui ressemble pas du tout à un studio, mais plus à un lieu de vie. Et c'est une vraie volonté de pouvoir inscrire une partie de nos personnalités aussi dans les décors, dans le mobilier, et de pas avoir quelque chose de trop neutre. Ça nous intéressait pas. D'accord, oui, ça vous permet aussi de trouver des clients qui vous ressemblent finalement. Aussi. Ça pèse un petit peu. Et on a un studio, mais par contre, on est ouvert que sur rendez-vous, par exemple. Tu vois. D'accord. C'est pas une boutique dans laquelle on peut rentrer. Ouais. Comme ça, d'accord. Ok. Vous disiez, ça peut revenir. J'espère que vous aurez donné l'exemple et que ça deviendra les nouveaux barbiers qui avaient quasiment disparu. Et puis qui tout d'un coup, on en voit fleurir à tous les coins de rue. Peut-être que demain, les photographes vont de nouveau aussi fleurir. Ce serait un joli retour, juste un joli retour des choses. On parlait de l'ouverture du studio, donc qui s'est faite en plus en plein Covid, ce qui a été un timing assez difficile à gérer, j'imagine. Mais par contre, je trouve que vous avez été extrêmement visible en fait depuis que vous l'avez ouvert, ce studio. Est-ce que vous sentez que on vous connaît plus qu'avant, que vous avez plus de visibilité, que ça a ouvert des perspectives pour vous, ou que vous êtes plus reconnu peut-être dans le milieu? Vraiment. En tout cas, dans le milieu, je sais pas. Quoique, vu la visibilité dont on est les premiers à être surpris, certainement. Mais vis-à-vis de nos clients, ça a soit un rapport qu'on avait déjà depuis un moment avec bon nombre d'entre eux, parce que Samuel avait déjà un bon portefeuille client depuis quelques temps sur le Giennois. Et moi, c'est pareil. J'ai un contrat avec une petite maternité du secteur. Et du coup, ça fait quand même pas mal d'années que je shoote des familles, des bébés, des grossesses, etc. Donc, on avait tous les deux notre portefeuille client déjà bien assis. Quand on a ouvert le studio, on a vu venir des clients qu'on ne touchait pas auparavant. Et une sorte de... Mais ça, on l'avait perçu. C'est pour ça que d'ailleurs, peu importe que le contexte soit compliqué ou pas, on avait décidé de faire le pas. On savait que avoir pignon sur rue, avoir un studio, au départ, on n'était pas forcément parti pour avoir vraiment une vitrine, tu vois. On était prêt à simplement prendre
un local, même si c'était pas en plein centre-ville, mais avoir vraiment de quoi travailler de façon confortable, faire un espace, quoi. Ouais, un espace pour accueillir nos clients, pour shooter, pour faire nos rendez-vous mariage, etc. Donner un peu plus de crédibilité encore. Et on a vraiment senti que ça avait un impact fort. On a développé donc du coup des nouveaux partenariats avec des clients, je te disais qu'on touchait pas auparavant. Et ça a été une bonne surprise. Donc ça a été déjà rentable dès le départ, en fait. Ouais. J'ai une question essentielle pour finir cette introduction. Pourquoi est-ce qu'il y a une robe de mariée dans le studio ? Alors en fait, on aime beaucoup bosser localement, tu vois. Et on a une boutique qui est à une 20-30 km d'ici, boutique de mariés, qui s'appelle Les Mariés de Sully-sur-Loire, et avec qui on a déjà fait plusieurs partenariats pour des shootings d'inspi, par exemple. Et c'est une robe qui leur appartenait et qu'elle nous a gentiment offert. Comme ça, ça décore un peu plus notre studio. Et puis voilà, ça. Si quelqu'un rentre pour une photo d'identité et va se marier, ça permet aussi de lancer la conversation. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Ça amène une touche de féminité aussi, parce que c'est vrai qu'on a un univers assez marqué, du bois, du métal, du cuir, et du coup ça apporte vraiment une petite touche de féminité. C'est le pendant féminin de la PS5, tu dirais ? Ça, c'est toi qui dis. Je sens que je vais me faire encore taper dessus pour avoir dit ça. Si on aborde la philosophie photo, c'est quoi vos inspirations ? Vous avez des photographes en particulier qui ressortent ? Je pense que il y a beaucoup de choses qui nous inspirent, et pas que dans la photo, dans la peinture, dans la musique. Je pense que la photographie, et puis c'est pas moi qui le pense d'ailleurs, parce que c'est aussi quelque chose qui ressort assez souvent. Ça a besoin d'être alimenté et pour avoir de la richesse, faut pas simplement se concentrer sur des influences de photographes, mais il y a tout un tas d'autres choses qui vont donner cette richesse que tu auras dans tes images. En ce moment, peut-être studio oblige, je m'intéresse beaucoup. On a les bouquins de Nat Sakura, ce que fait Julien Pruzès aussi. Moi, il y a une photographe, Johanna Kustra, que j'aime beaucoup aussi pour son travail autour de la colorimétrie. C'est un petit peu ce que j'essaye d'approfondir en ce moment. L'avantage du studio, c'est que maintenant on va pouvoir mettre en pratique des choses qui étaient simplement théoriques auparavant, et c'est encore plus enrichissant, et on voit l'impact que ça a même sur nos photos de reportage. La gestion de la lumière naturelle, elle prend encore plus on arrive encore un peu mieux à dompter les choses, parce qu'on comprend aussi la façon dont fonctionne la lumière dans un studio avec des lumières artificielles. Et c'est un bon impact pour le travail en lumière naturelle également. Tu vois, tu parlais de Julien Pruzès. Julien Pruzès, il a geeké pendant des mois et des mois dans son studio. Il s'est fait son petit studio chez lui. Et c'est comme ça qu'il a développé tout son savoir-faire, en fait. C'était assez incroyable à entendre. Et c'est vrai que d'avoir le studio, ça ouvre beaucoup, beaucoup de perspectives de ce point de vue-là, parce qu'on peut expérimenter. C'est un truc, moi je suis dans des formations en ce moment parce que Covid oblige, j'ai eu le temps, donc je les ai faites. Et le truc très frustrant dans les formations et quand tu apprends, c'est de ne pas avoir immédiatement sous la main la possibilité de pratiquer. C'est vrai que le studio ouvre ces perspectives-là, et c'est quand même assez extraordinaire d'avoir ça sous la main, quoi. Ouais. Sans avoir besoin de ressortir tout un tas de trucs, parce que tout est là, sous le coude. Donc, du coup, tu dis, ok, je vais tester ça, bing, tu as déjà tous les trucs qui sont ici. Tu repositionnes, tu fais tes tests. On a une tête de mannequin, tu vois, si on veut bosser vraiment la lumière sur le visage, sculpter un peu les choses, parce que on a vu telle ou telle vidéo qui abordait tel ou tel truc, et on peut le faire direct, et ça c'est super. D'accord. Donc c'est tout bénef en fait. On a accepté une collab ou deux aussi là récemment. Ouais. Et c'est vrai que ce genre de truc, ça permet d'aller beaucoup plus loin dans ce qu'on veut tenter, dans ce qu'on veut essayer, parce qu'on n'a pas du tout la même obligation de résultat, et on peut se permettre des choses un peu plus barrées. Et c'est une bonne façon de s'entraîner aussi. Et puis de tester des choses un peu plus extrêmes, justement, où on va pouvoir se développer réellement, quoi. C'est-à-dire pas jouer la sécurité en permanence et avoir l'obligation du résultat qui t'empêche de tester des choses qui pourraient ne pas marcher, en fait. Enfin, qui te retient, en tout cas. Pas qui t'empêche, mais qui te retient de prendre trop de risques à la fois. C'est ça. Si je vous demande ce qui vous fait déclencher, c'est quoi qui fait que vous allez appuyer sur l'obturateur ?
J'ai ma petite idée pour chacun, mais je vous laisse répondre. Alors, moi, ça va... je vais reparler de la lumière, mais ça fait vraiment partie d'un des trucs qui me... Enfin, faut que la composition de la scène et la lumière présente me fasse quelque chose. J'aime bien avoir ces impressions de composition un peu cinématographique. Ça va là, je vais avoir envie de shooter. Et ça, c'est un premier truc. Mais une fois que j'ai à peu près la composition que je veux, je vais aller chercher le petit plus, l'émotion, peut-être dans le regard, peut-être dans la gestuelle, peut-être dans... Et donc ça se travaille un peu avant sur la préparation du shooting, du rendez-vous. Et ouais. Après, une fois que j'ai ce mélange entre une belle composition, une belle lumière et l'émotion qui est là, qui arrive, l'authenticité qui va ressortir, et ben là Joli. Samuel? Ça va dépendre si on parle de quel type de photo en fait. Pour répondre, j'aurais besoin de plus de précision sur la question. Est-ce qu'on parle de mariage, de portrait? Elle se veut vaste justement parce qu'il peut y avoir des choses qui se recoupent de l'un à l'autre. Après, en fait, je te laisse l'interpréter comme tu veux l'interpréter. Je vais parler de ce que je préfère. Alors, j'aime dans les photos, j'aime beaucoup l'émotion qu'on peut ressentir quand un couple s'enlace, se regarde, se dévore des yeux. Quand c'est des portraits en solo, quand on aperçoit une partie de la personnalité de la personne en regardant une photo, quand on a réussi à créer cette connexion où la personne va se sentir assez à l'aise pour pouvoir nous faire confiance, baisser sa garde, elle va nous laisser pénétrer une partie de son intimité quelque part. Ça, c'est vraiment ce que je préfère faire. Et un petit côté romantique aussi dans les photos. C'est pour ça que j'adore les couchers de soleil, ces belles lumières chaudes, un couple qui s'étreint. C'est des choses qui sont très simples finalement, mais moi qui me font vraiment vibrer parce que ces photos-là, elles vont souvent toucher le cœur des personnes qui sont sur les photos et de ressentir cette joie avec eux au moment de découvrir les photos, ça n'a pas de prix quoi. C'est vraiment ultra kiff. Et c'est les photos qui durent en plus celles-là. Ouais. C'est celle qui passe le test du temps. On va commencer en parlant plus portrait que mariage parce que j'ai plein de questions sur le studio, notamment une en fait qui est que vous avez créé un décor, vous l'avez expliqué, vous avez créé quelque chose qui vous ressemble. La qualité du décor, c'est que c'est votre identité. Le défaut du décor, c'est que on peut vite se retrouver à faire toujours la même chose en fait quand on est dans un environnement qu'on connaît. Comment on fait pour pas refaire toujours la même photo dans un décor qu'on a créé en fait? C'est dans ce but-là qu'on a voulu un truc modulable et on peut shooter rien que là dans le premier espace. Qu'est-ce qui te fait marrer? Je pense aux photos que tu as fait dans les toilettes. Exactement. Alors là, il va falloir détailler. Ouais. Et ben, il y a des photos canons qu'on a fait dans les toilettes. Il y en a que j'ai posté d'ailleurs. J'avais fait un petit post avec une photo floue, shooté avec le GFX 100S, où je mettais, c'était rigolo. C'est bien la peine d'avoir un appareil pareil pour faire des photos floues. Et c'était une photo qui était faite dans les toilettes. Donc vous exploitez chaque millimètre carré du studio. Exactement. Quoi. Et suivant en plus la façon dont se passe le shooting, suivant le moment de la journée avec la lumière qui change, parce que on a en fait tout un pan qui est une ouverture sur la rue piétonne en étant à l'étage. Donc on est à la fois avec une belle lumière naturelle et à la fois avec quand même une certaine tranquillité parce qu'il n'y a pas vraiment de vis-à-vis. Donc cette lumière naturelle, on l'exploite énormément et on va pouvoir à la fois se servir de ça qui va varier suivant la journée et utiliser après nos différents autres types de lumière continue, lumière flash. Donc rien qu'avec la lumière, on peut sculpter plein de trucs différents. Donc rien que ça permet qu'on s'ennuie pas. Mais après, on a fait le studio de sorte à avoir des arrière-plans parfois un peu clairs, un peu texturés, d'autres fois des arrière-plans un peu colorés avec le vert du mur. Mais on a aussi pour fermer les baies vitrées, on a des rideaux qui sont aussi de différentes couleurs. Donc parfois, par exemple, on a un rideau rouge. Tu vois, par exemple, le pianiste jazz qu'on avait pu shooter, il avait plusieurs tenues, dont une qui était avec une chemise à fleurs un peu rouge.
Il y a une des photos qu'on a faites où j'ai tiré le rideau qui est rouge justement pour avoir cette cohérence au niveau des teintes. Donc rien que là, à l'étage, on a plein de possibilités. On a aussi d'autres possibilités en bas. Mais malgré tout, on sait qu'au bout d'un moment, on va peut-être un peu tourner en rond. Donc, on a déjà préparé on a déjà envie de réaménager d'autres choses. Donc, on a commandé des plaques de métal qu'on va pouvoir mettre à certains endroits avec des aimants pour pouvoir tendre des fonds. On va aussi commander vraiment le fond classique de studio. Et ça va nous offrir encore plus de choses. Voilà. On va de toute façon à chaque fois avoir envie de nouveautés. Et puis on achète du mobilier aussi des fois, juste en coup de cœur. On passe dans un magasin de déco. On se dit mais ça c'est trop canon. On peut faire une scène comme ci comme ça. Voilà, ça fait partie des donc possibilités aussi. C'est comme en fait le photographe qui évolue, le studio va évoluer avec vous en fait. Tout à fait. Petit à petit. Mais c'est une bonne manière de résumer. C'est vrai que simplement le fait de changer de lumière, de couleur, de choses comme ça donne une ambiance qui a absolument rien à voir et qui peut absolument tout changer. On va continuer sur la partie portrait. Il y a une chose qui m'a sauté aux yeux dans vos séances portraits. Et c'est vrai que, alors moi j'en fais peu des portraits au sens strict du terme, mais quand on me dit portrait, moi j'ai tendance à visualiser une image qui représente la personne pour qu'on la reconnaisse. Vous faites des séances portraits, vous allez vous focaliser souvent sur des détails. Et ça, j'aurais bien aimé qu'on en parle parce que pour moi, ça me semble contre-intuitif. Je dis pas que ça l'est, pour moi, c'est contre-intuitif. Mais voilà, comment est-ce qu'on pense à prendre en photo, par exemple, des mains de quelqu'un qui vient se faire tirer le portrait ? Tu vois, là, si on continue sur cet exemple du pianiste, les mains, ça fait partie intégrante de son métier. Et c'est aussi des petits détails qui apportent. Je te parlais du côté cinématographique tout à l'heure. On sait qu'il y a des règles en cinéma, c'est d'avoir vraiment un plan large, un plan médium et des plans serrés. Et en fait, tout ça apporte de la richesse à l'ensemble du reportage. Donc, dans notre façon d'aborder le portrait, il y a forcément l'essence de ce qui jusque-là nous a un petit peu formé en termes de photographie. Donc ça se ressent aussi malgré tout dans nos approches en studio. Peut-être que c'est quelque chose qu'on fera un peu moins après quand on fera vraiment que du studio et on va avoir une approche extrêmement technique en termes de lumière et d'impact sur le visage. On fera vraiment du portrait comme on l'entend la plupart du temps. Mais si ça se trouve, non, parce que ça nous conviendra peut-être pas et on fera toujours cette espèce de mix. L'avenir nous le dira. Est-ce que c'est pas les photographes de mariage aussi qui s'expriment peut-être à travers ça ? C'est vraiment une influence, ouais. D'aller chercher l'histoire. Ouais, il y a l'histoire, mais il y a aussi les gens, parce que avant de commencer une séance, on a toujours, que ce soit Sam et moi, on a cette même approche. On a toujours un temps, parfois un peu long, de préparation où on va en fait boire un café, boire un thé avec la personne, apprendre à cerner un petit peu la personnalité et tout ça comment dire, ça fait que notre approche n'est pas simplement celle d'un portraitiste esthétique au niveau du visage. Ouais. Et qu'il y a tout un tas d'autres choses qui vont jouer et la gestuelle corporelle, l'histoire de la personne va contribuer à la qualité du shooting, en tout cas pour nous dans notre approche. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est évident pour un pianiste ou même une femme qu'on va shooter, les mains c'est aussi quelque chose qui est tellement beau, tellement gracieux qu'on va vouloir parfois isoler ça, ou alors c'est pas juste une bouche, des boucles d'oreilles, des bijoux. Après c'est vraiment au feeling. Parfois on shoot des trucs, ça a aucun intérêt. Oui, c'est après il y a des choses qu'on jette. Ouais, c'est ça. Après, on se dit, purée, c'est cool, ça raconte un petit quelque chose quand on l'associe avec telle et telle image. D'accord, moi, mais c'est plus facile de supprimer les images qu'on a fait en trop que de refaire les images qu'on a oublié de faire bêtement. Je me pose une question pendant t'écoutant. Est-ce que le fait justement que le studio, finalement, ressemble un peu à un chez vous, en fait, quelque part. Enfin, j'ai l'impression que c'est un petit peu votre maison en dehors de la maison, quelque part, et que ça exprime qui vous êtes tous les deux. Est-ce que ça vous aide pas, justement, à faire connaissance avec les gens, à les mettre à l'aise, ce côté presque on est à la maison, finalement ?
Ouais, c'est évident, et c'est aussi pour ça qu'on voulait un petit côté un peu cosy, un peu chaleureux, pour pouvoir mettre en confiance et arriver à cet état un petit peu plus vite. Et comme disait Nat, le fait de prendre vraiment le temps avec les gens, des fois, enfin sur certaines séances, le temps de préparation va être très long parce qu'on va avoir besoin de plus de temps pour faire connaissance, pour amener la personne à être à l'aise, et puis on démarre à partir du moment où on sent qu'il peut y aller, quoi. Et le fait de prendre ce temps, il est extrêmement important aussi pour que la personne, elle reparte avec un excellent souvenir de la séance. Et à partir du moment où la personne, elle a vécu un beau moment, parce que c'est ça en fait. En photo, on peut pas feindre les émotions. Et pour arriver à avoir de l'émotion sur une photo, il faut que les émotions, elles soient réellement vécues. Et pour qu'elles soient vécues, il faut que les personnes soient assez à l'aise pour pouvoir les vivre et pouvoir les exprimer. Et c'est en prenant ce temps pour les mettre à l'aise que les émotions vont pouvoir s'exprimer. Et c'est quelque chose d'extrêmement important, peut-être même aussi important que la qualité même des photos, parce que on pourrait même, alors l'idée c'est de faire des belles photos évidemment, mais on pourrait même présenter des photos un peu quelconques à des personnes qui ont vécu un super moment. Je suis quasiment sûr qu'elles sont ravies de voir leurs photos. J'étais sur le point de rebondir là-dessus en te disant que souvent, en fait, les gens qui ont vécu une photo la voient beaucoup plus belle justement parce qu'ils se rappellent, ils ont ce souvenir du moment qu'ils ont vécu. C'est d'ailleurs ce qui est peut-être le plus gros piège quand on est photographe d'événements et surtout de mariage même, je pense, c'est que tu étais présent, tu as vu quelque chose dans une image que parfois d'autres personnes ne verront pas parce que justement ils n'étaient pas là, et c'est un petit peu le piège qu'on peut vivre tous en tant que professionnels. Mais par contre, par rapport aux clients, c'est une arme extrêmement puissante. Une arme, c'est pas le bon terme, mais c'est quelque chose dont il faut se servir aussi. C'est ce côté, leur créer une belle expérience qui fait que la photo en tant que telle, c'est une chose. L'expérience qui va ressortir, le souvenir qu'ils vont garder de cette photo, je pense, c'est aussi important en fait, voire plus important que la photo en elle-même, quoi. Ouais, exactement. Et tu vois, ce qui est cool, c'est qu'on a tous les deux cette même approche. Moi, c'est quelque chose qui m'a sauté aux yeux quand j'ai fait la formation il y a pas mal, enfin il y a quelques années déjà de Milena Verdriel, Moment de Design. C'est une formation qui m'avait beaucoup marqué à l'époque quand j'ai commencé la photo, à tel point que c'est une formation que j'ai refaite récemment, début de l'année dernière, parce que j'avais évolué dans ma pratique et j'avais besoin de me remettre dedans. Et ça permet de prendre conscience à quel point c'est important de prendre ce moment-là pour vraiment avoir une réelle connexion avec les gens et de pouvoir vivre un moment avec eux en dehors de tout, quoi. Et on demande aux gens de se connecter à nous, on leur demande de se livrer, mais c'est compliqué quand c'est dans un seul sens. Si nous-mêmes, on n'a pas aussi cette démarche, et le fait d'avoir le studio, ça permet de les accueillir. On les accueille, on leur propose de se poser, on les écoute, mais on leur parle aussi un petit peu de nous. Moi, j'ai senti aussi une différence par rapport à la démarche précédente que j'avais, où j'allais chez les gens. Le fait d'aller à domicile, en fait, tu viens chez eux, tu leur demandes de se livrer, mais toi, qu'est-ce que tu apportes un petit peu de toi? C'est là, on a vraiment un atout supplémentaire dans cette démarche-là, et on le sent. Voilà, les gens, ils se déracinent de leur chez eux ou alors d'un lieu, ils viennent chez toi, tu les accueilles, ils se sentent bien, ils vont plus facilement aussi livrer qui ils sont en profondeur. D'accord, ça facilite le contact en fait. Vraiment. On a eu des grands débats sur Clubhouse. Je ne sais pas si vous êtes dessus en ce moment. Je ne vous ai pas vu encore, je crois, sur les. Non, pas beaucoup. Clubhouse, ouais, je suis, mais j'ai pas. Enfin, c'est pareil. Faut venir, mais on a eu des grands débats justement sur la bonne manière de créer une connexion avec les clients pour obtenir des vraies émotions et des choses comme ça. Et c'était un long travail. Je peux pas résumer des heures et des heures de discussion comme ça, mais effectivement votre approche en tout cas me semble assez cohérente et plutôt intelligente en fait dans la manière de relaxer les gens. Là vous êtes en duo maintenant, donc ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble maintenant? Ça fait un peu plus d'un an. On a ouvert le studio en décembre, on a commencé à préparer les choses, on a eu les clés en septembre. On a préparé ça depuis mars l'année dernière, donc ça fait à peu près un an qu'on travaille là-dessus. Comment ça fonctionne en termes de dynamique de travailler en duo comme ça? Est-ce que vous formez l'un l'autre? Est-ce que vous vous influencez l'un l'autre? Comment vous vivez ensemble en fait? Alors on s'influence l'un l'autre, c'est évident, parce qu'on n'a pas les mêmes forces, on n'a pas les mêmes
les mêmes atouts, les mêmes centres d'intérêt aussi. Il y a des choses qui sont, on a des socles communs. Humainement, on a des valeurs qui ont fait que ça a vite matché. Mais après, dans nos approches, on a effectivement des différences. Donc, ta question, c'est par rapport aux clients, Non, par rapport à vous deux, en fait. Par exemple, moi, je me suis noté dans mes notes quand j'ai préparé cette question, en termes de style photographique, Samuel, pour moi, est plus graphique. Toi, tu es plus lumière. C'est deux styles qui n'ont pas la même origine. Je pense que vous ne voyez pas forcément la même chose en regardant la même scène. Et justement, le fait que vous soyez assez différents de ce point de vue-là, comment ça fonctionne en fait ? Est-ce que un va dire, écoute, on pourrait partir par là, l'autre va dire, écoute, moi je vois plutôt ça. Peut-être ça permet de faire un mix des deux, ou des fois une approche prend le pas sur l'autre. Si on prend l'exemple des mariages, les fois où on fait des mariages tous les deux, par exemple, on va chacun faire ce qu'on préfère faire, et on sait qu'on sera complémentaires. Parce que le socle, il est commun, mais ensuite, il y a forcément des choses que Nathanaël va préférer faire. Moi, de mon côté, c'est pareil. Et c'est ça qui est cool d'ailleurs de bosser à deux sur les mariages, c'est qu'on peut se permettre de laisser une plus grosse part à notre créativité d'un point de vue personnel, et on peut essayer plus de choses, parce que parfois, par exemple, quand il y a des photos qu'il faut absolument assurer, l'un peut le faire et puis l'autre va tenter des choses qu'il n'aurait pas pu faire s'il était tout seul. Et on s'échange ce temps-là sur les mariages qu'on a, par exemple, on va pouvoir essayer des choses. Ça va nous permettre, par exemple, quand on utilise des flashs, d'avoir quelqu'un qui va assister l'autre pour placer les lumières. Et souvent, avec l'habitude, maintenant, avec un simple regard, on sait que j'ai les flashs en main, par exemple, avec un regard, je sais que je dois le placer là. Et parfois, c'est pareil, il voit que j'ai une scène devant moi, de lui-même, sans même que je lui dise quoi que ce soit, il va positionner le flash à tel ou tel endroit, parce qu'il sait que ça va matcher. Il a vu dans tes pensées. Ouais, en fait, on est vraiment au diapason par rapport à ça sur les mariages, et c'est super agréable de pouvoir bosser à deux pour avoir cette partie créative. C'est amusant. C'est amusant parce qu'en fait, on a l'impression, quand on travaille à deux sur les mariages, qu'il faut être assez homogène, et du coup, vous êtes l'exemple inverse, en fait. C'est que chacun va jouer sur ses forces, et que du coup, ça fait un album très complémentaire. Tout à fait. Tu sais, il y a plusieurs courants de pensée par rapport à la cohérence. Rien que pour un seul et même photographe, tu as aussi l'approche. Tiens, faut avoir absolument un travail cohérent, travailler avec le même objectif, avec la même colorimétrie systématiquement, et puis montrer le même type d'image pour faire venir ses clients cibles. Moi, j'aime, j'ai en tête par exemple des réalisateurs de films qui, d'un film à l'autre, tu vas reconnaître leurs pattes, mais t'as pas la même colorimétrie, t'as pas la même approche, t'as pas le même grain sur l'image. Enfin, il y a des choses où il faut aussi s'adapter, et ça fait partie de la richesse. On a chacun notre univers et notre façon de photographier, mais en fait, quand on se met à la place du client, il va peut-être pas forcément préférer l'un ou l'autre. Il va voir que telle approche est jolie pour telle et telle raison, telle autre approche est aussi jolie pour telle autre raison. Et plutôt que de cloisonner, ça permet d'ouvrir. Et c'est ce qu'on trouve intéressant. C'est peut-être pas ce que partageront tout le monde, mais nous, en tout cas, c'est ce qui nous plaît. Je pense qu'il y a autant d'avis qu'il y a de personnes en réalité, mais c'est ce sera toujours un long débat. L'impression que j'ai justement sur votre dynamique, c'est que vous vous êtes canalisés l'un l'autre à travers ce studio. Peut-être. En tout cas, dans la communication, dans ce qu'on montre, c'est peut-être le cas. Mais je saurais même pas. Parce qu'en fait, on se laisse énormément porter. Ouais. Donc, c'est au feeling. Il y a des choses qui vont nous intéresser sur le moment. Peut-être, t'as peut-être raison. C'est vrai que dans la façon de communiquer, la plupart du temps, c'est des trucs. On a une idée, on le fait, on se fait une story, on se fait un live, et c'est rarement réfléchi en fait. On fonctionne beaucoup à l'instinct, et c'est rarement réfléchi. On pense un petit peu les choses à l'avance, mais après on rentre vite dedans, et puis on se laisse porter par. Du coup, plus que canaliser, vous vous entraînez l'un l'autre en fait. Ça peut être ça des fois. Non, des fois c'est vraiment ça, c'est clair. Ouais. Après, le studio en lui-même canalise, parce que t'as du coup quelque chose qui
plutôt que de graviter un peu partout, t'as le lieu, tu vois, géographiquement, on est dans un studio, il y a 4 murs, etc. Mais dans ce qu'on aime faire et dans ce qu'on photographie, j'ai l'impression qu'en fait, on a encore plus de cordes à notre arc maintenant. Ça crée des obligations également. Ouais. Mais pourquoi je vous posais la question ? Parce qu'en fait, si on prend vos sites respectifs, vous faites la même chose en fait que ce que vous faisiez avant à deux. Simplement, je trouve que sur le site du studio, il y a plus de cohérence à proposer autant de services. Alors c'est peut-être lié au fait que quand on propose quelque chose en nom propre, on est un peu obligé de se spécialiser, d'être connu pour une chose, et que quand on est studio photo, justement, le fait qu'on soit identifié à une boutique, ça permet de proposer peut-être une palette plus large. Mais mon impression, c'est que ce studio, en fait, il vous a fait du bien à tous les deux, justement dans la palette de choses que vous proposez. Tout à fait. Ouais. Et ça donne la légitimité de pouvoir le faire, comme tu disais. Le fait d'être sous le couvert du studio, on fait des prestations. Et les prestations, les demandes de prestations autour de la photo, elles peuvent être autant de l'archi que du reportage famille, lifestyle, portrait, studio, enfin mode. Et oui, mais quand tu as un studio, tu te dois limite d'être polyvalent. Peut-être plus que quand tu es en nom propre, comme tu disais, où tu as ton style. Enfin, il faut que tu cultives pour te différencier des autres collègues et que les gens sachent que s'ils doivent avoir quelqu'un qui performe dans tel ou tel truc, c'est plutôt un tel. Si c'est dans un autre type de reportage, ils vont plutôt aller voir un tel. Et nous, le studio, ça nous ouvre un peu plus de portes en termes de possibilités de prestations légitimes. D'accord. Ouais, et puis on intègre aussi le cercle des commerçants qui ont pignon sur rue. Et là, par exemple, c'est vrai qu'on a la chance d'être dans une rue piétonne. Il y a tous les petits commerces là du secteur. Et on sent qu'il y a beaucoup plus de demandes de commerçants parce que on est rentré comme dans une certaine famille quelque part. Et là, par exemple, avant d'enregistrer le podcast, on était à la boulangerie d'à côté pour faire des photos de leurs devantures, de leurs produits, etc. Et ce genre de demandes, clairement, c'est des demandes qu'on n'aurait pas eues si on n'avait pas eu le studio. Ouais, parce que c'est un truc que tu as un peu dit tout à l'heure. Le fait d'avoir un studio, c'était alors quelque chose qui s'est beaucoup perdu. Il y a énormément de photographes, mais finalement des studios, des magasins de photos, il y en a de moins en moins. Nous, à Gien, donc ça c'est dans le Loiret, c'est une petite ville, je sais pas combien il y a d'habitants, mais je crois qu'on me l'a dit. 15 000 ou 16 000, ouais. Il n'y avait pas de photographe depuis 5 ans. Et le fait qu'il y ait à nouveau un photographe qui revienne, dans l'idée des gens, c'est le photographe. Ouais. Les autres, nous-mêmes, quand on était photographe comme ça, on était photographe comme ça. On n'était pas le photographe. Ça rend sérieux, en fait, tout d'un coup ? Ah ben trop, vraiment. Vous sentez une différence de perception entre avant où vous dites je suis photographe et on regarde en disant et tu fais quoi dans la vie à part ça et maintenant vous avez le studio photo, c'est ça la différence? Très souvent on posait la question, t'es photographe, t'as un studio, t'as une boutique? D'accord, oui, donc c'est en fait c'est une façon de légitimer réellement la profession quoi, quelque part. Ouais. Et ça veut rien dire parce que je suis pas meilleur photographe maintenant qu'avant, et puis il y a plein de photographes extrêmement bons qui travaillent super bien sans boutique, mais c'est dans l'idée des personnes. Mais je pense qu'on a tous vécu cette situation en fait où les gens ont l'impression que c'est un hobby et pas un métier quoi. Et du coup oui, ça vous a assis en fait quelque part. Ouais. En fait vous êtes passé de photographe à business quelque part. Peut-être un peu, ouais. Il y a un peu de ça, ouais. Ou de photographe avec un P minuscule à photographe avec un P majuscule. Dans l'idée des gens, le photographe. Et tout ce que ça a pris, c'est des mois de travail, un local, un investissement colossal et du mobilier. Ouais, c'est ça. Et très sincèrement, par contre, quand j'ai rencontré Sam, j'avais déjà un peu en tête de faire ça, mais pas tout seul. Je voulais pas faire un studio tout seul. Et Sam, quand on s'est rencontrés, il commençait la photo. J'en ai parlé, mais lui-même se sentait pas encore prêt tout de suite à avoir un... Je me sentais pas prêt. J'avais besoin de mûrir dans mon approche photographique et de faire mes expériences et de grandir un petit peu avant de l'envisager. Et c'est vrai que parce que on a dû se rencontrer en 2016. Ouais, 2016. Moi, j'ai démarré mon activité, on va dire mi-2017. J'étais en double activité, donc ma première saison, c'était 2018, grosso modo. Ouais. Il m'en parlait, mais j'étais pas plus emballé que ça. Et plus le temps avançait, et plus c'est devenu une évidence.
Et c'est pour ça que sur la fin, on en parlait de plus en plus et qu'on a décidé de se lancer, même avec le Covid. Parce que c'est vrai que quand on a vu ça arriver, le premier confinement, au moment du premier confinement, c'est là où on était en pleine recherche de locaux. Clairement, ça nous a mis un petit stop et on s'est dit, bon, est-ce que c'est vraiment le bon moment ou pas attendre? On a décidé de le faire et on en est très content. C'est souvent, tu peux voir les choses comme un obstacle ou comme une opportunité finalement. Ça pouvait être une belle opportunité. C'est vrai qu'on l'a senti comme ça parce que finalement, le fait d'ouvrir en plein Covid, ça a eu une belle résonance au sein de la commune et on a pas mal parlé de nous aussi dans les journaux à cause de ça. Et finalement, c'était bienvenu parce que du coup, on a eu France 3, on a eu plusieurs journaux locaux. Enfin, c'est des choses que si on s'était installé en dehors du Covid, peut-être qu'on n'aurait pas eu ces articles. Ok, on va y revenir dans la partie plus business. Avant, je voudrais qu'on parle... alors, normalement, on parle d'une image en particulier, mais là, on va parler de deux images en particulier, sachant que Nathanaël, t'as un petit peu déjà abordé beaucoup le sujet tout à l'heure avec le pianiste. La première image dont on va parler, elle est de Samuel. Et c'est une photo de mariage qui est assez simple. C'est un couple qui pose devant une porte avec une pose assez cool. Pourquoi je parle de cette photo-là ? Parce que quand on parle de photo de mariage, en tout cas dans le milieu, on va aller parler de recherche quasiment d'exploit technique, finalement pas de simplicité. Celle-là, elle est simple, elle est c'est quasiment une des premières qu'on voit sur ton site. J'aurais bien aimé que tu nous en parles un petit peu, justement pourquoi c'est cette image-là qui est mise en avant sur ton site. Plutôt qu'un truc avec 5 flashs et des trucs extraordinaires et un potentiel monstrueux d'award. Parce que ces photos-là, elles ne gagnent pas d'award, mais finalement, elles ont une importance aussi, quoi. C'est un style qui me plaît. Alors oui, c'est simple, oui, c'est facilement reproductible, il n'y a pas d'exploit technique, c'est clair. Mais moi, c'est des photos qui me parlent, donc du coup, je les mets en avant parce que la simplicité, ça parle aussi à beaucoup de personnes. Et c'est vrai que parfois, en tant que photographe, on a peut-être cette envie d'aller un petit peu plus loin à chaque fois dans l'exploit technique, comme tu dis. Mais alors déjà, je suis loin d'être le meilleur en tout cas techniquement. Nat a beaucoup plus d'expérience dans le domaine, par exemple. Et si je le mets en avant, c'est tout simplement parce que j'aime ce genre d'image. J'aime la simplicité. Et voilà, des fois, faut pas chercher très loin pour avoir des belles photos. Oui, des fois, on se complique un petit peu trop la vie avec justement les multiples techniques. Moi, je suis en plein là-dedans en ce moment. J'ai appris plein de choses d'un coup et j'ai tendance à vouloir en faire 100 fois trop. Et quand j'arrive chez moi, je me dis, mais pourquoi j'ai pas fait plus simple ? C'est pour ça, cette photo-là, particulièrement en ce moment, pour moi, résonne beaucoup parce que c'est quelque chose que je faisais beaucoup avant, que j'ai un peu de mal à faire en ce moment parce que je suis toujours en train de chercher ce que je pourrais faire de plus. Et finalement, des fois, je me dis, mais ça parle, ça résonne, ça durera longtemps. Elle restera longtemps, cette image, en fait. Elle restera très longtemps sur la cheminée. Ouais. C'est un long débat également, ça. Pour qui tu fais l'image ? Est-ce que tu l'as fait pour toi, pour ton ego ? Est-ce que tu l'as fait aussi pour progresser ? Est-ce que tu l'as fait pour présenter à des concours ? Est-ce que tu l'as fait pour tes clients ? Alors, parfois, l'un n'empêche pas l'autre. Mais dans la démarche du jour J, qu'est-ce qui est le plus en avant dans ton cerveau ? C'est cool quand il y a une de tes images qui est awardée. T'es content, ça donne aussi un petit peu de visibilité, ça te donne aussi de la crédibilité vis-à-vis de tes clients, vis-à-vis des confrères également. Mais en fait, moi, ce qui me marque le plus à chaque fois, c'est quand on remet les photos aux personnes et parfois on pleure en même temps qu'eux, quoi. Ouais. Quand on leur montre un petit slideshow et qu'à la fin, nous-mêmes, on voit qu'on est ému sans avoir rien dit, sans avoir vu les autres, et qu'on voit que les mariés sont en train de verser leurs larmes, mais sincèrement, ça c'est le plus bel award du monde. Et les gens sont pas sensibles aux mêmes photos que nous. Si on est avec un aspect uniquement technique, on va avoir l'impression d'avoir super bien réussi une photo. Alors des fois, les gens vont dire waouh, elle claque cette photo, ils sont contents. Ouais. Mais je suis un peu comme toi. J'ai aussi eu des moments où j'étais beaucoup dans la technique, utiliser les flashs sur des séances couple, en mariage, etc. Et c'est quelque chose depuis 2-3 ans que j'ai petit à petit mis un peu de côté. Alors l'avantage de maîtriser le flash en reportage, c'est que parfois ça te sauve vraiment la mise. Ouais. Et par contre, un moment où je les utilise toujours, c'est les soirées.
Sur le dance floor, j'ai toujours mon setup avec 2 flashs et puis un flash dans la main. Mais sur toutes les séances couple, c'est fini. Je me prends plus la tête avec tout ça. J'essaye plutôt d'aller au cœur de l'émotion pour que les gens, quand ils revoient ces images-là, ils disent ah mais purée, ils aient des frissons. On va pas seulement dire waouh. Tu sais, c'est un peu comme la musique. Je te disais que c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup, la musique. Mais je me rappelle mon père, il était dans les années 70 et lui c'était, il adorait les guitares héros, tu vois, Eric Clapton, tous ces. Et moi, quand j'écoutais des blues que lui aimait, ben j'aimais pas les mêmes blues parce que lui il aimait les blues blancs, John Mayall, etc. Et moi, les blues qui me plaisaient, c'était plutôt les blues noirs américains, tu vois. Alors techniquement, c'était pas extraordinaire, mais il y avait un truc, il y avait une émotion. Dans la photo, c'est un peu pareil, je trouve. Il y a le côté technique qui peut être très utile, mais si c'est le seul objectif, bah moi, il me manque quelque chose. Et il y a tellement d'émotions qui peuvent passer que si la seule émotion c'est waouh, c'est canon, bah, je trouve que c'est pas ça qui va vraiment mettre des frissons. Et c'est dommage. Ouais, finalement, la technique, c'est juste un complément à tout le reste, quoi. C'est quand il te manque quelque chose dans l'image et que tu as besoin de rajouter un outil en plus, c'est le bon moment pour le faire, mais l'outil doit pas venir en premier. Ouais. Alors la seconde image, on en a parlé tout à l'heure, on va revenir rapidement dessus, c'était le pianiste de jazz, justement pour les détails, mais bon, tu as expliqué déjà pas mal, Nathanaël, tout à l'heure, ta démarche dedans, donc c'est peut-être pas utile qu'on revienne dessus, mais du coup, oui, tu as vachement anticipé ma question, en fait, tout à l'heure, et tu as donné toutes les réponses, alors, mais c'était bien. Peut-être qu'il y a un truc que je peux rajouter là-dessus, c'est que par exemple, dans les photos, tu parlais des photos des mains, bah, les photos de ces mains qui volent un petit peu au-dessus des touches, il y a déjà cette espèce de délicatesse sur laquelle du coup tu peux être focus, alors que si c'était en plan large, ben t'aurais peut-être pas eu cette même perception. Mais il y a aussi graphiquement un truc intéressant avec les lignes droites du piano, avec la façon dont la lumière arrive et avec ses doigts un petit peu courbés, tu vois. Il y a quelque chose qui était extrêmement joli, je trouvais, comme ça. Et voilà, ça fait partie des images aussi que j'aime bien faire. Tu as simplifié l'image. Si on parle côté business, aujourd'hui, le studio tourne déjà ou pas ? Ouais, le studio tourne déjà. Alors, ça dépend des mois, évidemment. Quand on est fermé et qu'on peut bosser qu'avec les pros, il tourne un peu moins. Là, notamment une chose qu'on fait et qui fonctionne beaucoup, c'est les photos d'identité. Ben là, une fois que l'ouverture a été possible, ben on a explosé. Mais bon, c'est parce qu'il y avait eu plusieurs mois où ça n'avait pas pu être possible. Ouais. Donc ouais, il y a quand même, c'est de bon augure. Il faut faire de la photo d'identité, c'est ça que vous dites ? Parce que tout le monde se plaint de recevoir des appels de photo d'identité en permanence. Et finalement, c'est un bon business. Studio, en tout cas, ce serait dommage de s'en priver quand il y a de la demande. À partir du moment où on reçoit énormément de demandes, ben, pourquoi on se poserait pas la question? Parce que, au départ, je voulais pas en faire non plus de la photo d'identité. Moi, j'ai commencé la photo d'identité parce que j'avais un home studio, donc, j'avais tellement de demandes. Et c'est pour ça que j'ai fait le home studio. C'était vraiment pour les photos d'identité. Finalement, ça a permis plusieurs choses. Parce qu'en fait, il y a plein d'avantages de faire de la photo d'identité. Déjà, ça m'a permis d'avoir une ouverture sur des clients qui venaient pour des identités et parfois, ça débouchait sur des mini-séances photos. Et le nombre de fois où, quand une famille vient ou qu'il y a un enfant dans le lot et qui font leurs photos et que tu leur proposes une petite photo supplémentaire vite fait parce que voilà, ton setup il est installé ou alors tu changes de fond et t'as vite fait d'avoir un fond plus sympa, bah, tu vois, ça fait de la vente additionnelle. C'est pas négligeable. Il y a un autre avantage aussi, c'est par exemple pour ton référencement, parce que quand les gens ils vont taper photo d'identité, s'ils atterrissent sur ton site, bah, tout de suite ça fait du trafic, ça augmente ton ranking, donc c'est intéressant. Et c'est une porte d'entrée assez facile pour les clients de découvrir aussi le travail que tu peux faire, parce que quand ils viennent pour des identités, je me rappelle à la maison, il y avait toujours un petit diaporama qui défilait avec un best-of des photos, il y avait de la petite musique, de l'encens, enfin, tu vois, j'essayais déjà d'avoir ce truc-là. Créer l'ambiance, ouais. Ouais, et puis les photos d'identité m'ont permis de faire mes premières armes aussi en photo de studio, parce que du coup, c'est un peu comme ça que j'ai appris à maîtriser la lumière, c'est grâce au home studio que j'ai eu, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. J'appréhendais beaucoup parce que quand tu commences les photos, d'avoir quelqu'un en face de toi sans jamais avoir pris l'habitude de faire des photos en studio, il faut savoir gérer la personne, la mettre à l'aise tout de suite, savoir gérer sa gestuelle, etc.
Ça a été une très très bonne école, ça a été très formateur et je suis ravi d'être passé par là parce que ça m'a beaucoup fait progresser. Et c'est notamment grâce aux photos d'identité pour le coup. C'est marrant parce que ce que tu viens de décrire, c'est pour moi le truc de commercial le plus puissant qui soit. C'est la question en plus. Ça s'appelle la question en plus. C'est, je sais pas, je sais pas si j'ai déjà abordé ça dans le podcast. Je l'ai déjà abordé à plusieurs reprises avec pas mal de monde. Moi, j'ai appris à travailler, j'ai appris à vendre dans une énorme agence immobilière qui était la plus grosse agence immobilière du monde. Et ils avaient cette espèce de credo de tout le temps poser la question en plus. Donc c'était, tu faisais un deal. Et au moment où tu serrais la main du gars en lui disant merci, au revoir, tu lui disais, mais au fait, dans votre entourage, il n'y a pas quelqu'un qui vend, qui cherche, qui truc. En fait, tu trouvais souvent des clients comme ça. Et quand je parle de ça, je rigole à chaque fois parce qu'à l'époque, moi, j'étais un petit con. Hein, j'ai fait ce boulot-là de 25 à 32 ans, quelque chose comme ça. Et fréquemment, je rentrais au bureau, mon patron me disait, t'as demandé s'ils avaient autre chose. Et je dis, mais me fais pas chier avec ça, ces trucs. Et en fait, il appelait le client devant moi pour lui dire merci, merci, on est très content d'avoir fait affaire avec vous. Et au fait, vous auriez pas. Et souvent, en fait, moi, j'avais négligé de le faire. Lui arrivait à sortir quelque chose de ça, arrivait à sortir un contact et tout. Et en fait, ce que tu viens d'expliquer, c'est exactement ça. C'est que des fois, il suffit de faire passer aux gens la porte pour amener cette question-là. D'ailleurs, c'est la question en plus, c'est un truc que j'utilise depuis le début du podcast. Quand je demande qui me recommanderais-tu pour un prochain épisode, je fais faire à mes invités tout le boulot de recherche des invités futurs, quelque part. Mais c'est marrant, en fait, qu'on oublie souvent ça. On oublie souvent que le plus important, c'est d'avoir quelqu'un qui pousse la porte et que derrière, en fait, 90% du boulot de prospection, il est fait, en fait. Oui, c'est clair. C'est délirant et du coup c'est vrai qu'on a toujours ce débat de recevoir des demandes de photos d'identité et tout le monde râle en disant mais je fais pas de photos d'identité. En fait, tu viens d'expliquer pourquoi c'était important de le faire. C'est dommage de s'en priver à partir du moment où la demande elle est là. Ouais. Après, de vouloir le faire si tu es dans un secteur où il y en a déjà d'autres qui le font, qui ont pignon sur rue en plus, ils vont aspirer une bonne partie, voilà. Peut-être que ça vaut pas le coup. Mais à partir du moment où tu as vraiment beaucoup de demandes, pourquoi ne pas le faire, quoi. Si on revient sur le studio, on a un peu abordé tout au long de l'épisode toutes ces problématiques-là, mais on va les regrouper en une seule question. Mon impression, c'est que vous avez à un moment décidé d'unir vos forces et votre complémentarité, en fait, puisque vous êtes quand même un peu différents. Pourquoi à deux, pourquoi pas tout seul le studio ? Pourquoi c'est quelque chose que vous n'auriez pas fait tout seul, en fait ? Alors, le problème quand tu as un studio, c'est qu'il faut y être. Même si là, on travaille surtout sur rendez-vous, malgré tout, si tu as un lieu que tu payes avec des charges et que tu es tout le temps en vadrouille, parce que moi, même si le travail en studio me plaisait, si j'avais envie de le faire, j'avais pas non plus envie d'abandonner le côté reportage. Donc forcément, ça déjà, ça veut dire que tout seul, c'est compliqué. Il y a aussi le fait que gérer un studio, c'est pas simple. Et ça, c'est très énergivore. Et du coup, le fait de le faire à plusieurs, ça permet d'unifier les forces. Après, la difficulté, c'est quand on fait ça à plusieurs, faut être certain, et on l'est jamais complètement, mais en tout cas, faut sentir la personne et se dire que ça peut fonctionner et que même s'il y a des différences, on va quand même réussir à monter un truc avec l'autre. Donc ça veut dire que avant, dans les discussions, faut essayer de percevoir si l'autre est capable de se remettre en question si besoin. Si on n'est pas d'accord, est-ce qu'on va être capable d'exprimer son désaccord sans forcément soit se taire, encaisser, et au bout d'un moment ça va sortir de façon un petit peu virulente, et puis simplement avoir un dialogue normal. Mais c'est pas toujours évident actuellement d'avoir des dialogues normaux sans rentrer dans une confrontation. Simplement exprimer son ressenti, donner des opinions, écouter les opinions de l'autre, et puis voir comment on réajuste. C'est des choses qu'on a pu expérimenter un peu avant et qui nous ont permis de nous rassurer en se disant ok, c'est bon, on peut le faire ensemble. Parce qu'on avait déjà travaillé sur certains projets ensemble, que ce soit sur des mariages ou sur des prestations, et cette collaboration, on l'a déjà vécu avant d'avoir un lieu physique, en fait. Et comme dit Nat, le fait d'avoir eu cette expérience, ça nous a rassurés. Après, c'est vrai que commencer un business à deux,
Ouvrir une boîte, c'est vraiment comme un mariage, hein. Tu t'engages et faut être sûr et certain de connaître un minimum la personne. Même comme disait Matt, on sait jamais exactement comment une personne peut être. Et puis ça peut très bien se passer au début. Et puis avec le temps, ça s'effriter. Les relations peuvent s'effriter. Il y a un risque. Il y a un risque. Il faut que le risque il soit mesuré. Et nous, on s'est longtemps demandé, par exemple. On a l'impression d'avoir vécu sur un petit nuage dans le sens où tout s'est passé tellement bien pour nous dans notre projet. On s'est dit, mais le jour où il va y avoir des vraies différences de point de vue, comment ça va se passer? Le jour où on n'est pas d'accord, qu'est-ce qui se passe? Et on s'est longtemps posé la question et on s'est rendu compte qu'au final, les fois où on a été en désaccord, parce que ça arrive, on a su en discuter et la façon dont on va surmonter ces désaccords, ça va être très révélateur de la suite. Il faut que les rapports humains ils soient sains, qu'il n'y ait pas de problème d'ego pour pouvoir continuer l'aventure avec une certaine assurance et avoir une réelle confiance l'un en l'autre. C'est ça. Et du coup, même si Samuel a des visions différentes aussi bien dans son approche photographique que dans d'autres choses, moi, ces différences, je les perçois pas comme étant moins bien. Tu vois, il fait comme ça, n'importe quoi. Et inversement. En fait, on a une belle considération du travail de l'un et de l'autre, de la personnalité. Enfin, on s'estime et on n'a pas de problème d'ego comme il disait. Et on a aussi la même vision du business, c'est-à-dire que notre but c'est pas de se faire plein de fric, et c'est simplement de faire en sorte que ce studio fonctionne, qu'on puisse vivre de notre métier, continuer à kiffer notre métier. Puis l'argent, s'il y en a qui rentrent, c'est bien, mais en tout cas, voilà. Et ça, c'est aussi un truc important parce que c'est souvent l'argent qui peut gangréner les relations ensuite, quoi. Mais on a bien cadré aussi les choses et on s'est très très bien entouré. Est-ce que vous diriez que vous êtes indissociable maintenant ou est-ce que chacun continue un petit peu sa vie de son côté malgré tout? On a chacun nos projets aussi indépendamment et on continue à avoir notre identité à côté. Et il y a des gens qui viennent nous voir, qui viennent au studio et très clairement on va dire voilà le style de l'un, voilà le style de l'autre, que ce soit pour des clients mariage ou pour d'autres types de projets. Il y a parfois des profils où moi je vais dire à Sam écoute ça va être pour toi. Et il y a d'autres clients qui vont venir et Sam va dire tiens je vais vous présenter mon collègue et c'est un peu plus son domaine, etc. On n'a pas de souci non plus là-dessus. Et indépendamment, voilà, on a nos projets sous nos noms propres qui continuent. Je pense que c'est important pour notre évolution personnelle de continuer de manière indépendante entre guillemets, même si on est quand même au studio, mais pour notre évolution personnelle, je pense que c'est plus sain. Ça nous permet de continuer d'évoluer à notre rythme. On n'évolue peut-être pas de la même façon non plus. Et je pense que c'est une bonne chose de fonctionner comme ça au final. Mmh. Parce qu'on a quand même beaucoup de projets en commun sur lesquels on va kiffer ensemble de toute façon. Si on parle de votre communication, ça c'est un sujet qui a été vraiment, vraiment efficace cette année. On vous voit énormément depuis que vous avez le studio. Vous avez extrêmement bien géré toute cette partie-là. Il y a eu beaucoup de présence sur Facebook. Il y a eu beaucoup de présence même sur YouTube. Vous avez commencé à bosser pour Engadget, à tester les appareils pour Engadget. Alors vous m'avez dit pendant qu'on préparait, moi j'en avais vu un, mais il y en a 3 en cours. Donc c'est une collaboration au long cours. Presque au détriment d'ailleurs de la publication des photos finalement, moi j'avais été surpris justement par le fait qu'on vous voit partout et que finalement en volume de photos, par exemple l'Instagram du studio, il n'y a pas tant de photos que ça qui ont été publiées dessus. Comment vous avez géré cette période et la communication qui allait autour? Vous disiez que vous aviez peut-être eu plus de visibilité aussi grâce au Covid, mais comment ça s'est passé ça? En fait, c'est vrai que on a manqué de temps aussi pour avoir une réelle communication efficace et on s'est beaucoup concentré sur les petites stories finalement, les petites vidéos, les petits lives qu'on fait un peu à l'arrache. Mais c'est aussi une façon de montrer qui on est en fait quelque part. Et si vraiment les gens ils veulent voir le style de photos qu'on fait, si vraiment ils cherchent, ils les trouvent. Ouais, non mais ils vont les voir de toute façon. Une personne. C'est presque aussi, ils vont les voir de toute façon, mais c'est presque aussi important, tu dirais, la personnalité. Est-ce que vous montrez comme ça que les photos finalement? Ouais, c'est le sentiment que j'ai parce qu'au final, les gens ils s'attachent à nous aussi pour nos personnalités.
Et parfois, quand on reste un peu trop longtemps sans faire de story, voilà, comme on peut les faire des fois, en croisant du monde, bah tiens, ça fait longtemps que j'ai plus une story là, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Et pareil, ça fait partie de, c'est pas une stratégie, mais le fait de se montrer tel qu'on est, sans filtre, ben quelque part après, voilà, ça plaît ou ça plaît pas. Il y a des gens qui vont accrocher, d'autres beaucoup moins, mais ça permet d'attirer des clients qui vont nous ressembler finalement. Parce que ceux qui nous suivent, ils vont nous suivre peut-être pour la qualité du travail qu'on fournit, mais peut-être aussi parce que derrière il y a deux êtres humains et que voilà, ils ont envie de vivre peut-être notre aventure par procuration, en tout cas pour certaines personnes. Non, mais c'est très sain ce que tu viens de dire en fait, dans le sens où vous cherchez pas à plaire à tout le monde en fait. Ce qui est certainement le pire truc en fait qu'on puisse faire, c'est essayer d'avoir tout le monde qui nous aime, alors qu'en fait il faut comprendre qu'il y a des gens qui nous correspondent et d'autres qui nous correspondent moins, surtout quand on parle de clients. Je pense que tous ceux qui ont eu un client qui leur correspondait pas en ont fait la très douloureuse expérience. Je sais pas si ça vous est arrivé à vous, moi je l'ai eu une fois et c'était probablement la pire journée que j'ai passée en termes de boulot et de ma vie. C'est absolument horrible. C'est absolument horrible. Donc c'est vrai que finalement mettre en avant autant sa personnalité que ses images, ça peut jouer énormément sur la typologie de clients qu'on va attirer, quoi. Après, il y a une évidence aussi, c'est que on s'est aussi fait un peu déborder par rapport à la quantité de travail, et communiquer, ça demande du temps. Communiquer bien, ça demande du temps. Si tu regardes les photos sur Instagram ou sur le Facebook du studio, je crois qu'elles ont été mises, toutes les photos qui sont là, elles ont été mises dans la même semaine. Parce que il y a des moments où on s'occupe de certaines tâches, on essaie de s'en occuper bien, et ça c'est moi qui m'occupe de l'Insta et du Facebook, et c'est déjà pas forcément ce que j'arrive le plus à alimenter pour mon compte perso. Alors j'essaie de me forcer à chaque fois, mais je me suis dit écoute, t'essaies de bien le penser, de faire un feed qui soit propre, et voilà, déjà les photos qui vont être là, ça sera des photos qui vont être quand même qualitatives, et puis on s'y remettra plus tard. L'avantage des stories, c'est que il y a un truc qui se passe, on se dit ça peut être rigolo. Alors à la fois c'est de l'impro, à la fois quand on fait plusieurs prises, tu te rends compte qu'il y a toujours la même trame et souvent les mêmes mots, les mêmes termes. Il y a un minimum de préparation, en tout cas dans l'esprit. Et du coup, l'avantage, c'est que ça peut être fait assez spontanément. Et c'est cette spontanéité en fait qui nous plaît, et qui révèle aussi notre personnalité. Et ça, au moins, on peut le faire même en vivant notre journée, tu vois. Alors que sur mon Insta perso, je vais plus souvent faire des posts d'images que des stories. Tu vois, parce que, les deux sont importants. La story étant temporaire, t'as peut-être aussi l'impression que t'as moins besoin de t'appliquer finalement. Ouais, il y a de ça aussi, ouais. Clairement. Ça reste pas, et du coup, si tu postes un truc qui est pas le plus léché du monde, c'est pas grave, parce que demain ça a disparu, quoi. Ouais, peut-être. J'ai dû poster 3 fois cette année sur Insta. Je regardais là, j'ai dû poster 3-4 fois depuis le début de l'année, quoi. C'est pas terrible, hein. C'est à se demander comment j'ai fait pour dépasser les 1000 abonnés. Je sais pas. C'est un miracle. C'est peut-être grâce aux stories. D'ailleurs, ça m'est arrivé de signer un mariage sur Instagram grâce à une story d'ailleurs. C'est quelqu'un qui habite à Gien, qui a vu la story d'un mariage. Il y avait le mariage de sa sœur la semaine d'après. Elle a fait cadeau de ma prestation à sa sœur. Sympa. Grâce à une story, comme quoi, hein, ça peut. Ouais, mais la personnalité, comme disait Sam, c'est quelque chose où les gens peuvent se dire tiens, je pense que ça peut fonctionner avec lui ou pas. Et au moins, comme tu disais, on va attirer les clients qui vont à qui tu vas créer des bons souvenirs, pas que photographiques, des bons souvenirs liés aux photos aussi, quoi. Ouais. Tout à fait. C'est assez important. Toujours sur la communication, moi j'ai noté ça, ça m'a éclaté parce que vous faites des tests d'appareils pour Engadget, qui est quand même une grosse publication américaine. Alors, Engadget n'est plus ce que ça a été, mais ça reste quand même une grosse publication. Comment on se retrouve de Gien au centre de la France à faire des tests d'appareils photo pour une publication comme ça? Pour nous, un truc important, c'est le relationnel. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a plein de choses qu'on a pu faire dans nos prestats grâce au relationnel. Donc, les stories dont on parlait il y a 2 minutes en font partie, mais il y a aussi en face du studio une brasserie
dans laquelle on se pose maintenant que c'est autorisé pour boire un petit café et on rencontre du monde. T'es sûr que c'est du café, toi, cette espèce de mytho? On sait. J'aime le thé, effectivement. Ah. Et du coup, juste avec le relationnel, il y a plein de choses qu'on arrive à faire sans même le calculer. Et en fait, par rapport à Engadget, c'est Sam qui a rencontré Steve Dent qui vit dans le secteur et on l'a invité à venir faire un petit tour dans le studio et puis après les choses se sont faites comme ça, Sam. Ouais, en fait, c'est le beau-frère du patron de la maison de la presse qui est juste en face du studio. Et un jour, il me dit, mon beau-frère, il teste du matériel photo, je devrais vous mettre en relation. Et puis voilà, on l'a rencontré, il m'a expliqué. Et puis il est venu au studio et puis on a parlé d'une éventuelle collaboration. Ça s'est fait vraiment très très naturellement comme ça, un peu pas par hasard mais presque. Et c'est vrai que le relationnel c'est quelque chose qu'il faut pas mettre de côté. Et d'ailleurs on a une théorie. On parle de notre théorie ou pas? Vas-y. Ouais. Je pense qu'il faut être transparent avec les gens, avec les auditeurs. Alors, chers auditeurs, on a une théorie qui s'est vérifiée 8 fois sur 10. À chaque fois quasiment qu'on prend une pause au bar d'en face, quasiment systématiquement, on décroche un contrat où ça crée une opportunité. Et c'est pas du mytho, 8 fois sur 10, ça a été le cas. Ouais. C'est incroyable les opportunités qu'on a. On croise du monde, tiens, eux c'est les photographes machin et tout. À chaque fois, c'est un truc de dingue. Surtout en terrasse. Et on a été très surpris de ça et on me l'aurait dit, j'y aurais pas cru. Mais on est en train de le vivre. Certainement que ça va pas continuer et que c'était du hasard, mais le nombre d'affaires qu'on a conclues autour d'un café ou d'une bière, c'est pas négligeable. Je peux vous raconter une histoire comme ça. Oui. Moi, je travaille beaucoup. Alors, moins maintenant parce que j'ai un vrai bureau dans l'appartement dans lequel je suis maintenant. Mais avant, j'avais un petit bureau pliable dans le salon parce que j'avais pas la place d'avoir quelque chose. Donc, je travaillais tout le temps dehors. Et à Paris, il y a plein de petits trucs qui s'appellent les anti-cafés. En fait, c'est des endroits que tu payes à l'heure. Ça coûte 4 ou 5 euros de l'heure. Tu as boisson à volonté, trucs à volonté. Et à l'époque, j'avais sur mon ordinateur un autocollant avec mon site internet dessus, donc c'était marqué julienpasternak.com. Et j'étais dans un truc comme ça, je travaille tranquillement, sans rien demander à personne. Et à un moment, la fille en face de moi me dit « Excuse-moi, mais je suis sur ton site, moi je me marie. » Et j'ai signé un mariage juste parce qu'elle avait vu mon autocollant, mon truc, elle a vu, il y avait marqué Julien Pasternak photographie sur le truc, elle a tapé, les photos lui plaisaient, on a discuté, on a signé le mariage comme ça. Donc finalement... je pense, peut-être que vous avez sur vos laptops un autocollant avec marqué photographe, je sais pas, mais... Un truc qui marche bien, c'est les masques. On a des masques, excuse-moi, j'étais allé le lire. Vas-y. On a des masques avec notre logo et forcément, ça intéresse. Ça aide aussi. Il faut juste avoir écrit photographe dessus, en fait, et puis c'est bon, quoi. Ouais. Non, mais tu sais, le contexte actuel a révélé aussi pas mal d'évolutions. On l'a senti avec le passage du Covid. Un retour aux choses peut-être dites essentielles. En tout cas, tu sais, le commerce de proximité, le bio, le local. Enfin, tu vois, il y a tout un tas de trucs où les gens se sont dit, mon mode de consommation, celui que j'avais auparavant, c'était peut-être pas forcément la panacée. Et il y a plein de choses comme ça, le relationnel, le vrai, tu vois, plutôt que suivre tout un tas de personnes sur Insta ou sur Facebook, ça fait partie des choses importantes. Ouais. Mais le vrai relationnel, finalement, les gens se sont rendus compte à quel point ça leur manquait quand ils l'avaient privé, ouais. Et les commerces de proximité, pareil. Et c'est pour ça que ce studio et cette présence physique, nous, on a vraiment senti un grand plus, quoi. Grâce aussi à ce contexte. C'est évident. On n'aurait pas été mis en lumière de la même façon avec le retour de la part des gens. On est assez surpris, comme on le disait tout à l'heure, mais c'est évident que c'est aussi à cause de ce contexte. Non, mais en tout cas, vu de loin, en tout cas vu de l'extérieur, de mon point de vue, moi j'ai l'impression que ce studio vous a révélé tous les deux, en fait. Ouais. À vous-même, aux gens. Vis-à-vis des personnes, ouais. Même vis-à-vis de vous. Je trouve que vous êtes vachement épanoui en fait dans ce projet-là. Alors c'est sûr que ce projet nous a épanouis et ça saute peut-être aux yeux parce que avec ce contexte-là, si t'as pas un truc qui est moteur et si t'as pas quelque chose qui te permet de te projeter,
tu peux vite un peu broyer du noir. Forcément, le projet a tellement été pour nous moteur et nous a demandé de l'investissement qu'on n'avait pas le temps de penser et de se dire oh purée, je suis dégoûté, j'ai encore des mariages qui vont être reportés à 2022, etc. En fait, on n'était pas dans cette dynamique. Donc c'est peut-être pour ça que tu as cette sensation. Moi, j'ai resté sur une bonne dynamique, ouais. Ouais, j'ai pas la sensation que, enfin, côtoyant Sam depuis un moment, j'ai pas la sensation que tout à coup ça le change tant que ça. Et de mon côté, je pense pas non plus. Ceux qui nous connaissent au quotidien savent que la dynamique est la même, mais c'est vrai que par contre, en termes de communication et que cette perception ait pu donner cette impression de révélation. D'épanouissement, ouais. Ouais. C'est vrai que c'est pas comme si on avait changé, mais je me rends compte que je communique pas de la même façon aujourd'hui qu'autrefois. Enfin, je dis autrefois comme si c'était il y a très longtemps. J'ai un monde. Quand j'étais jeune. L'année dernière. Quand j'étais jeune. C'est ça, 2018. J'avais une communication qui était plus stricte et réservée, entre guillemets. Tu sais, je faisais mes petites stories toujours un peu propres, ou quand j'étais en mariage, il y avait le selfie wedding day en costard 3 pièces, parce que je vais toujours, j'ai un dressing code et je m'y tiens pour les mariages. Et j'étais assez rangé, tu vois, je faisais les trucs proprement, et aujourd'hui, je me permets beaucoup plus de liberté. Et si j'apparais, débraillé, décoiffé, ou que je fais des trucs à l'arrache, alors qu'avant, je me l'autorisais pas du tout, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de le faire. Et je crois que l'émulation qu'on a au quotidien nous permet aussi de se relâcher, et voilà. Et puis, comme avant, j'avais peur de pas plaire. Maintenant, je m'en fiche un peu, quoi. Si ce qu'on fait, on nous suit. Et puis, si on plaît pas, on passe. Et puis en plus, un regard extérieur te permet aussi de savoir si tu vas trop loin quelque part. Vous avez toujours ce garde-fou pour regarder vers l'autre. C'est vrai. Ouais. Tout à fait. Non, mais du coup, en fait, je change mon avis par rapport à ce que tu disais. Peut-être qu'effectivement, ça nous a révélé par rapport à ça. En tout cas, ça vous a fait du bien. Ouais, non, ça c'est sûr. C'est sûr. Mais ouais. Cette émulation nous a peut-être... quand t'es en individuel, t'as forcément plus de réserve peut-être. Et le duo permet que... Ouais. Tu vois dans le regard de l'autre quand au mieux tu t'arrêtes, ou au contraire, allez, vas-y, on y va, on s'en fout. Et donc ouais, finalement, je change mon avis, tu vois, en cours de route. T'as peut-être raison. Comme dit le dicton, il y a que les imbéciles. Wow. On change pas d'avis. On va arriver à la conclusion de l'épisode. Alors, je vous laisse choisir de répondre collectivement ou individuellement à ces réponses-là. C'est quoi le pire moment de votre ou vos carrières ? Ah, moi, j'en ai un qui est pas mal. Alors, c'est sur un mariage, le moment où la pièce montée arrive, les lumières sont éteintes, il y a juste, tu sais, les petits feux d'artifice autour de la pièce montée. Et le DJ avait sorti, tu sais, une machine à fumer avec des espèces de bouches qu'il avait du coup un petit peu avancé sur la piste pour que la fumée puisse aller vers la pièce montée. Toutes les lumières étaient éteintes et moi je vadrouille, tu vois, en mode furtif reportage. Je mets le pied sur une de ces bouches. Je perds l'équilibre, j'essaye de me rattraper, mais il y avait une deuxième bouche pas loin. Je mets le pied sur la deuxième bouche et là, je me vautre sur une invitée que je connaissais. Heureusement, c'était un peu grâce à elle que j'avais fait ce mariage, et qui essaye de me rattraper, mais elle se vautre aussi. On se vautre tous les deux par terre. Et du coup, je tombe sur mon appareil. J'ai un énorme bleu sur le côté, mais je fais ni vu ni connu. Je me seconde, je me relève, je la ramasse en espérant qu'elle a rien. Elle me rassure, tout va bien, etc. Je repars shooter. Je crois qu'il n'y a pas grand monde qui s'en est aperçu. J'avais une seconde shooter, Fatou de Essentiel Photographie, qui est géniale. Et je lui demande si elle a vu la scène. Eh ben, elle me dit qu'elle a rien vu du tout. Pourtant, j'aurais bien voulu avoir des photos de ça, mais je crois que j'aurais été dans la fumée de toute façon parce qu'il avait mis en route. Donc ça, ouais, c'était. J'ai eu surtout un moment de solitude quand je me suis relevé, que j'ai vu que j'avais entraîné quelqu'un avec moi, et j'ai vraiment eu peur qu'elle se soit fait mal. J'ai eu aussi peur pour mon boîtier. En fait, il y a que ma hanche qui a morflé, donc ça s'est réparé. Tout va bien. Ouais. Samuel ? C'était pas en mariage, je sais pas si tu te rappelles, Nat, une fois je te remplaçais à la maternité et j'ai squeezé les photos d'une séance que j'avais faite. Ah oui. On n'a jamais retrouvé les photos, je pense que je les avais soit pas déchargées, enfin bref.
Et extrêmement gênant, voilà. Du coup, j'ai refait la séance assez rapidement en m'excusant platement. Et puis, mais voilà, très très mauvaise expérience. Ça, c'est le truc qui arrive au début. Ouais. Et après, quand ça t'arrive une fois, tu redoubles de précautions. C'est ça. C'est le fameux double slot. Exactement. Voilà. C'est le grand débat. Je pense que la plupart des gens qui arbitrent pour le simple slot n'ont jamais vécu cette situation-là, en fait. Ah ouais, ça c'est évident. Moi, je l'ai vécu aussi à l'époque du simple slot, et c'est depuis, j'ai plus jamais voulu un appareil qui avait pas de carte mémoire dedans, quoi. Parce que c'est extrêmement dur d'aller voir quelqu'un et de lui expliquer que je suis désolé, toutes les photos des tables étaient dans une carte mémoire qui a pas tenu. Ouais. C'est dur. Par opposition, c'est quoi le meilleur moment de votre ou vos carrières? Moi, ça a été. Alors, je peux en citer deux. Ouais. Le premier, c'était le premier reportage accouchement que j'ai pu faire, où ça a vraiment été une claque, parce que quand t'aimes justement shooter l'émotion sans filtre, et ben là, tu peux pas faire mieux. Tu rentres dans une certaine intimité, dans une certaine bulle, donc ça veut dire aussi qu'on te fait énormément confiance, et ça a été magique. Alors ça, c'est un des premiers très très beaux souvenirs de ma carrière. Le deuxième, ça a été sur un mariage. Une mariée qui était un petit peu stressée. Je les accapare à un moment donné pendant le vin d'honneur en leur disant, tiens, là, il y a une superbe lumière, il faudrait qu'on s'octroie quelques minutes pour faire 2-3 photos à tel endroit, j'ai déjà repéré, etc. Ils viennent avec moi, on fait les photos, on commence à repartir, et la mariée qui me dit, en fait, Nathanaël, j'adore quand t'es à côté de nous parce que tu nous apaises. Et là, ça a été même encore plus. C'était une phrase qui m'a encore plus marqué que c'est super, les photos sont belles, mais voilà, le rôle qu'on peut avoir le jour J, même en tant que personne, c'est voilà, cette phrase-là, elle est restée dans ma tête, et elle reste encore. Faut pas sous-estimer ça dans le métier, je pense. Samuel, à toi? C'est pas très original. C'est pas un événement en particulier, mais depuis qu'on a démarré cette aventure du studio, je me sens vraiment comme sur un petit nuage, très épanoui. Je me sens heureux et je suis vraiment content de ce qu'on vit au quotidien, parce que on prend vraiment une grosse dose de plaisir de se retrouver. Là, par exemple, ça faisait 5 jours qu'on était en déplacement tous les deux. Toi, dans le sud de la France, moi dans la région où on n'a pas été au studio. 4-5 jours, c'était tellement long. Là, tu vois, ce matin, je me suis réveillé à 5h, à 5h30, j'étais ici parce que je kiffe, quoi. Et... Il est fou. Là, c'est aussi parce qu'il y a pas mal de taf, et voilà, enfin, c'est global. Mais l'expérience qu'on vit au quotidien et cette joie qu'on a de travailler et puis d'être ensemble et d'avoir plein de projets, c'est une grosse dose de bonheur, et tiens, c'est ça, quoi. C'est difficile de sortir un événement en particulier. Parce que là, ce qui me tient vraiment à cœur, ce qui me fait kiffer, c'est ça en ce moment. C'était la parfaite réponse pour conclure l'épisode. T'es bon, toi. Il me reste. C'était pas préparé. Il me reste la toute dernière question. Qui est-ce que vous me recommanderiez pour un prochain épisode? Alors, moi, je vais prêcher pour ma paroisse, mais le collectif Carmin, ça pourrait être vraiment chouette. Comprendre pourquoi un collectif était important et pourquoi la photographie d'accouchement mérite d'être un petit peu plus connue, que la communication permette de faire changer les mentalités sur ce genre de reportage. Je pense que ça pourrait vraiment être cool. Mais après, on avait pensé à d'autres personnes. Ouais, je pense à deux photographes. Il y a Yannick L'Espérance, qui est photographe vidéaste au Québec, qui est, humainement, c'est vraiment quelqu'un de génial. Ah ouais. Il a le cœur sur la main. On se ressemble beaucoup aussi au niveau des émotions. On a fait un workshop ensemble, on a fait The Roots, on s'est rencontrés là-bas. Et voilà, c'est une très très belle rencontre. Il a des photos qui me plaisent énormément. C'est très organique, ces photos. Je trouve qu'on est tout de suite happé dans son univers, dans son ambiance. C'est presque comme si on pouvait sentir les odeurs et sentir le vent. Enfin, voilà, ces photos me plaisent beaucoup. Son univers me plaît. Et puis, beaucoup plus proche de chez nous, il y a Henri Deroche, par exemple, voilà, qui est un très bon copain et qui nous a beaucoup aidé aussi. Enfin, voilà, on discute souvent avec Henri. C'est quelqu'un qu'on apprécie énormément. Qui est notre maître geek attitré au studio. C'est un peu un monsieur je sais tout, Henri, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire il connaît énormément de choses et il a toujours la réponse aux problèmes techniques. Ouais. Il a sa tasse de thé attitrée au Café du Coin, alors. Comment? Il a sa tasse de thé attitrée au Café du Coin? Alors c'est pas une tasse de thé, mais oui. Tasse de thé étant un nom de code pour bière, j'imagine.
Ouais, c'est ça. Tu sais bien lire entre les lignes. Ça aide. Comme ça, on aura traduit à la fin de l'épisode. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Et alors, on a... Agien. Le mieux, c'est ça. Venez, vous passez dans le coin, venez, arrêtez-vous dans le studio et on discute en vrai. On a pas mal de potes qui sont passés. Il y a Bertrand Voguet, qui est de Piranga, qui est passé il y a pas longtemps. Il y a Mathias Calen qui est passé aussi. Il y a Gaël Carré qui est de Châteauroux. Fatou d'Essentiel Photographie qui est passé aussi. Mais voilà, on aime bien que les gens viennent en vrai et ça, c'est cool. Sinon, pour répondre vraiment à ta question, site internet, Studio Natsam, Facebook, Instagram. On a une chaîne YouTube, comme tu l'as dit tout à l'heure, parce que avec ce qu'on a fait pour Engadget, on a gardé quelques rushs qui nous faisaient bien marrer et on s'est fait une ou deux petites vidéos comme ça, plus pour nous. Ah ouais, Sam, il a fait un compte TikTok, lui. Hein. Ouais, il y a un compte TikTok du studio. Alors c'est plus du délire qu'autre chose. Il est pas très alimenté, mais de temps en temps on met des trucs, voilà. D'accord. Moi, je mettrai tous les liens de toute façon dans les notes d'épisode, comme ça les gens pourront vous trouver facilement. Super. Il me reste à vous remercier. Mon grand regret, c'est de ne pas avoir pu venir à votre studio enregistrer en live. On a dû enregistrer à distance cet épisode, mais ça n'est que partie remise. C'est juste que j'avais trop de travail pour faire la petite heure et demie de route qui nous séparait. Mais un jour prochain, je suis à peu près certain de passer vous dire un petit coucou. Avec grand plaisir. Ouais, bienvenue. Et merci d'avoir participé à cet épisode. À très bientôt. Merci à toi. Salut. Bonne journée. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast, c'est important et ça aide beaucoup à notre visibilité. Vous pouvez également aller sur le blog dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.